Bonjour la team imparfaite, bienvenue sur ce nouveau podcast pour être imparfaite et bien dans tes baskets. Je suis Alexia Gilbert, je suis coach en psychologie positive et à travers ce podcast, je vais te donner plein de conseils et d'astuces pour être bien dans ton quotidien, retrouver ta joie de vivre et ta pétillance. Alors si ça te tente, écoute les épisodes. Bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel nous allons parler du syndrome du jumeau perdu. Alors peut-être que vous avez visionné ma vidéo sur YouTube, peut-être pas. En tout cas, si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire, à aller la regarder parce que cela vous donnera plus d'explications. Et dans ce podcast, je voudrais aujourd'hui vous parler plus d'un témoignage de comment le jumeau perdu, ce syndrome, a impacté ma vie et tout ce que ça m'a amené à faire avant d'en avoir connaissance. En tout cas, je vous fais juste un petit rappel. Approximativement 15% des grossesses gémellaires sont interrompues précocement. Elles sont non diagnostiquées et elles marquent leurs empreintes émotionnelles dans la mémoire inconsciente du survivant. En tout cas, Alfred Osterman, le premier qui a pu parler et écrire un livre sur cette thématique qui s'appelle « Le syndrome du jumeau perdu », dit qu'un embryon sur 10 a un jumeau qui disparaît au cours de la grossesse. Alors, ça se passe tout au début de la grossesse, entre le démarrage et le 3e mois. Et la mère, le plus souvent, est inconsciente d'avoir perdu un jumeau. La perte gémellaire est manifestée simplement par quelques gouttes de sang qui restent la plupart du temps inaperçues. Il faut également savoir qu'avant que le cœur ne se mette à battre, les oreilles de l'embryon entendent, les yeux sont ouverts à 21 jours de gestation, puis se ferment et surtout, avant que le cerveau ne fonctionne, l'embryon enregistre des sensations. On appelle cela la mémoire corporelle. Je vous en ai déjà parlé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement que les embryons ressentent l'énergie l'un de l'autre très tôt dans le ventre de la mère. Ils ressentent leur présence mutuelle, les sons, et les visions sont déjà des références uniques, ancrées d'un amour très profond. C'est une expérience primale qui est une empreinte pour toute la vie. Alors, il est certain que ce vécu intra-utérin est important pour le restant de notre vie. Ce qui fait que quand le choc de la séparation surgit, ce n'est ni la faute du jumeau perdu, ni du survivant, c'est seulement la faute du destin. Mais de ce fait-là, celui qu'on va appeler le survivant reste seul dans le noir, dans le vide. Il est dans le silence du ventre de la mère et il se sent comme abandonné. Il vit un profond traumatisme, ce que l'on appelle un choc émotionnel. Je vous fais ce rappel pour vous dire que ce choc, pour le survivant, a des conséquences très nombreuses. Je vais vous nommer aujourd'hui les principales que j'ai pu rencontrer moi dans ma vie personnelle, mais aussi dans des séances que j'ai pu faire, des séances de coaching et d'accompagnement à mon cabinet. Alors tout d'abord, celui qu'on va appeler le survivant, celui qui reste en vie, il a dans sa mémoire inconsciente une culpabilité, un autosabotage, il s'interdit de réussir. Alors je vais vous donner des exemples pour vous dire comment ça se manifeste. Eh bien par exemple pour moi ou pour les clientes que j'accompagne, c'est comme si on a toutes les capacités pour faire des choses, pour aller plus loin, pour faire des études et finalement on s'auto-sabote. On se dit qu'on est nul, qu'on ne va pas y arriver et on ne va pas par exemple prendre des postes à responsabilité en se disant que l'on n'est pas capable. J'ai souvent donné l'exemple que moi, en réunion, je n'osais jamais prendre la parole parce que je me disais toujours que les autres étaient plus intelligents que moi. J'ai eu beaucoup ce syndrome de l'illégitimité, vous savez, ce syndrome de l'imposteur qui me dit non, tu n'es pas capable, tu ne vas pas y arriver, tu vas quand même pas prendre la parole. Et du coup, c'est comme une interdiction de réussir. Et j'ai beaucoup dans mes clientes des personnes qui sont extrêmement intelligentes, mais qui ont arrêté très tôt leurs études ou alors qui les ont reprises après en se disant « Allez, tu vas y arriver », mais comme si elles ne s'étaient pas autorisées à réussir. Ce sont des personnes qui ont énormément la blessure de l'abandon, un sentiment de solitude intense, de vide, d'insatisfaction à s'accomplir et comme si c'est une personne qui ne pense être qu'une moitié. Donc moi, c'est ce que je vivais, c'est que je faisais toujours les choses à deux, je prenais toujours quelqu'un avec moi. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, eh bien, j'animais mes stages avec une autre personne parce que je pensais que toute seule, je n'étais pas capable. Alors peut-être que vous vivez ça aussi, c'est-à-dire d'avoir toujours l'impression de ne pas être assez et du coup d'avoir besoin d'avoir quelqu'un autour de vous que vous trouvez plus intelligent, plus capable et qui va faire un peu à votre place pour vous ou qui va vous rassurer. Alors moi, ça m'a amené à faire énormément
bêtise entre guillemets dans ma vie, surtout cette blessure de l'abandon. C'est-à-dire que je me suis lancée dans beaucoup de relations toxiques parce que j'étais dans une forte dépendance affective et j'avais toujours euh, un coup d'avance, comme je dirais, ou une relation d'avance. C'est-à-dire que quand je sentais que la relation commençait, la relation amoureuse, je parle, commençait à battre de l'aile, que ça commençait à plus aller, eh bien moi je quittais, je partais parce que je sentais que j'allais être abandonnée et ça c'était insupportable. Mais avant de quitter, eh bien j'avais déjà une autre relation en vue ou déjà engagée, ce qui fait que je ne me sentais jamais seule parce que j'avais toujours ce besoin d'avoir quelqu'un auprès de moi qui faisait que je n'avais jamais de moment où j'étais toute seule en fait, où je vivais sans relation amoureuse parce que j'avais ce besoin de me remplir et de prendre soin de l'autre. Ça me remplissait énormément de m'occuper de l'autre et d'être auprès de lui pour pouvoir subvenir à ses besoins et c'est comme si ça remplissait mon puits d'amour tout simplement. Donc vous êtes peut-être vous aussi dans des relations affectives qui sont difficiles par la peur de perdre vos proches, que ce soit le compagnon amoureux, que ce soit des amis, que ce soit votre enfant, que ce soit votre environnement, vos parents. Et du coup, on peut avoir aussi une tendance à la dépression et une grande difficulté à faire des choix. Est-ce que je prends la bonne décision? J'en prends une de décision et je reviens en arrière. J'ai vraiment beaucoup de mal. Oh non, je ne vais pas faire ça finalement. Oh puis si, je vais recommencer, etc. Et du coup, c'est très très compliqué par rapport au choix. On a toujours l'impression d'avoir fait le mauvais. Est-ce que je vais changer de travail? Oh, mais j'ai pas bien fait, j'aurais dû rester. Et je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, ça m'a amené à faire beaucoup de bêtises. Et puis, on a aussi notre référence qui n'est pas à l'intérieur de nous. Notre système de validation est à l'extérieur. C'est-à-dire que les personnes qui souffrent du syndrome du jumeau perdu sont des personnes qui mettent leur référence à l'extérieur. C'est-à-dire que je vais prendre des décisions, faire des choix en fonction de ce que les autres pensent. Moi, j'étais toujours en train de demander l'avis à mes copains, mes copines autour de moi. Tiens, qu'est-ce que t'en penses? Et si j'avais pris une décision mais que l'autre personne me disait l'inverse, eh bien, j'allais recommencer. Enfin, c'était vraiment très compliqué. Et aujourd'hui, je vois que ça a changé parce que ma référence, elle est à l'intérieur. Mon système de validation, il est totalement interne, c'est-à-dire que je vais me fier à mon intuition, à ce que j'ai envie de faire moi-même et je ne vais pas demander aux autres. Mais c'était très compliqué. Et du coup, si j'allais demander l'avis à 4 personnes et que les personnes me donnaient 4 avis différents, eh bien, j'étais complètement perdue. Et c'était encore pire parce que j'arrivais encore moins à faire un choix. Du coup, ce sont des personnes aussi qui sont dans l'hyperactivité, qui font tout pour d'eux dans tous les domaines de la vie, professionnelle, amicale, sentimentale. Ce sont des personnes qui achètent pour d'eux et qui vont ressentir l'échec. Ben oui, parce qu'on veut faire beaucoup de choses, on veut avoir beaucoup de projets, on veut faire plaisir à tout le monde et de ce fait, on le fait à moitié. Donc, ce sont des personnes qui vont être un peu déçues parce qu'elles ne vont pas aller au bout de leurs actions, au bout de leurs projets. Et ça peut leur donner un problème d'identité, un problème de place. On se sent différent, mais on ne sait pas pourquoi. J'ai l'impression d'être à côté de la plaque, de ne pas être comme les autres. Et ça peut créer de la panique, des tremblements. Ça peut apparaître aussi lorsqu'il y a une séparation physique. Ça réactive la mémoire du choc, la peur de la mort. Vous savez, quand je sentais que j'allais être quittée, c'était terrible et il y avait comme une peur panique qui s'emparait de moi et du coup j'en faisais encore plus pour pouvoir rester en relation avec l'autre et c'était terrible quoi. Donc il est fréquent aussi de constater que le jumeau survivant cherche l'autre en voyageant beaucoup, en changeant plusieurs fois de métier dans son parcours professionnel et aussi d'éprouver le besoin de rencontrer des partenaires multiples. Vous voyez cette recherche de l'autre en permanence et moi j'avoue que j'ai énormément voyagé, je n'ai pas fait le tour du monde mais presque et c'est comme si j'allais toujours chercher l'autre, chercher autre chose. Bah tiens, s'il était inconsciemment à l'autre bout du monde ou s'il était dans ce nouveau métier et si en faisant ça j'allais me sentir complète. Et ça vous savez, c'est complètement inconscient, c'est qu'on est en train de chercher son autre, son double et ce fameux jumeau perdu. Alors voilà quelques pistes que je vous donne, quelques exemples que moi j'ai pu vivre. Mais ce que je peux dire, c'est que ce sont vraiment dans les relations amoureuses que ça s'est manifesté. Et c'était très 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 compliqué pour moi. Il a fallu attendre des années avant que ça puisse se stabiliser. Donc rassurez-vous si vous vivez cela.
On peut avoir l'air d'être des personnes complètement instables, ce qui est le cas, mais en fait c'est pas par méchanceté, c'est simplement parce qu'on a envie de trouver l'autre, on a envie que l'autre nous remplisse, on a un vide intérieur qui est immense et il y a ce besoin d'aller le combler. J'attends avec impatience vos commentaires sous ce podcast. Qu'est-ce que vous vivez? Donnez-moi des exemples. Dites-moi si vous aussi vous êtes à la recherche de l'amour fusionnel, si vous avez des relations difficiles, des relations affectives difficiles, si vous êtes dans la dépendance affective. Moi, j'ai été la proie aussi pendant une bonne dizaine d'années à une relation toxique. Donc, c'est normal, c'est lié à ce syndrome du jumeau perdu qui crée de la dépendance affective. Donc déjà, si ce podcast peut vous rassurer, j'en serais vraiment très heureuse. Je vous laisse me raconter un petit peu tout cela. Je vous ferai un autre podcast pour savoir comment s'en libérer. En tout cas, restez à l'écoute. Moi, je suis très heureuse de partager toutes ces expériences avec vous et je vous dis à très bientôt.